Bonjour à tous, bienvenue aux Agents Libres. J'espère que ça va bien. David Corbeil, comment ça va? Ça va très bien, toi, mon GF? Ça va très bien, ça va très bien. Je viens de faire une petite sieste, fait que je vais être top shape pour l'entrevue. Bon, part 2 aujourd'hui avec Pierre Arsenault. On a bien trippé. Je pense qu'il a apprécié aussi notre compagnie. Fait qu'on y va avec une partie numéro 2, en fait, puis on va parler plus de son poste de recruteur aujourd'hui. Ça m'excite quand même pas mal. Moi aussi, en fait, c'est ça qu'on voulait couvrir en parlant à Pierre. Bon, finalement, avec une anecdote ici, une anecdote là, la carrière qu'il a eue dans le baseball majeur, là, on n'a pas eu le choix de le réinviter. Puis j'ai encore plein de questions pour lui au niveau du recrutement. Lui, c'était du recrutement professionnel, donc il scoutait, il gardait un œil ses joueurs dans la MLB, dans le 3A pour aider aux échanges là, au courant de la saison, même dans la saison morte. Donc, j'ai bien hâte. Là. Il y a plusieurs gros échanges que les Marlins ont effectués ces dernières années là, que j'ai envie de discuter avec lui. Yes, t'es-tu en train de t'ouvrir une bière, toi, là? Oui. C'est exactement ça. Ouais, OK. C'était exactement ça. Je m'en suis même amené 2 là, des fois que... OK, parfait. Corb, on va aller à Pierre dans quelques secondes. Je veux juste qu'on parle rapidement de nos commanditaires, de nos partenaires. Je vais commencer avec Solimax aujourd'hui. Encore une fois, deuxième saison consécutive que Jonathan Grenier embarque avec nous. Donc, 514-290-2326 pour le rejoindre. Il est sur la Rive-Nord depuis plus de 20 ans. Donc, on le remercie de faire partie de l'aventure encore une fois. Puis toi, je te laisse parler de mon cousin, là, puis de ton ami. Oui. Mon ami Frédéric Etier de Accès électrique, qui, comme je vous dis, là, qui font de tout. Hier, Fred a pris son équipe, Frédéric a pris son équipe au complet. Ils ont fait travailler un chiffre de 12 heures, de 4 heures de l'après-midi à 4 heures du matin. Un shutdown d'une usine qui devait continuer à rouler. Comme je vous dis, c'était à Montréal. Donc, ils font vraiment de tout. Appelez-les n'importe quel projet électrique. Accès électrique sur Facebook, sinon 514-617-6606. Good job. Merci à Accès électrique, Construction Solimax. Sans plus tarder, Corb, on va rejoindre Pierre Arsenault. Pierre Arsenault, comment ça va? Hey, ça va bien, messieurs, vous autres? Très bien. Merci d'être là pour une deuxième semaine en ligne. Ben, ça me fait plaisir, c'est facile de vous parler. Fait que, c'est le fun de parler baseball, même si, puis en plus, la température commence à se réchauffer. Oh, ouais, ça commence à être tentant. Ben oui, on va commencer à se pitcher bientôt. Oui. Ben merci Pierre, parce que là, c'est ça que je disais en intro, mais on t'a eu, on voulait parler de ton métier de recruteur, on l'a à peine effleuré. Si on l'a effleuré, fait qu'on t'a réinvité, t'as dit oui tout de suite, tu parles qu'on est facile à parler, toi aussi, t'as accepté notre invitation volontiers. Puis à soir, on veut plus comprendre les behind the scenes de comment ça se passe. Tu as été recruteur au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça implique, ton voyagement, tout ça. Fait qu'on va creuser un peu plus là-dedans. Oui, exactement. Je sais que David a beaucoup de questions à propos de certains joueurs que tu as recrutés, pas recrutés nécessairement, mais que tu as scoutés. C'est des gars qui ont bougé pendant le temps que tu étais avec les Marlins, des gros noms. Là, tu dois savoir de qui je parle pas mal, mais je veux savoir comment ça se passe si tu es impliqué premièrement. Puis sinon, c'est quoi les discussions à travers tout ça? Là? Avant d'aller là, je veux savoir comment tu es devenu recruteur, puis un peu comment ça se passe une journée de recruteur avant d'aller avec les questions à David. Bien, moi, j'étais sur le terrain jusqu'en 2010 et puis tout allait bien. Puis après ça, j'ai commencé à avoir un problème de hanche. Okay. J'avais un problème avec ma hanche gauche. Puis là, j'étais rendu à une croisée des chemins avec les médicaments où est-ce que je me fais remplacer la hanche? Puis si je me fais remplacer la hanche, est-ce que je vais être capable de rester sur le terrain, d'être catcher, lancer la pratique au bâton à tous les jours? Puis c'est là que Larry Beinfest m'a approché pour me demander, il dit, Pierre, il dit, si tu veux, on aurait un rôle qu'on pense que tu serais bon dedans parce que tu as agi comme receveur, tu connais le baseball majeur, puis c'est là qu'ils m'ont offert un poste de recruteur professionnel. Okay. Et au début, j'étais vraiment là, tu sais, j'étais habitué de faire mon travail, puis j'étais bon dans ce que je faisais. Fait que sortir de ma boîte, j'ai trouvé ça dur au début. Tu sais, j'ai passé une saison morte assez mouvementée. Je me demandais si j'étais pour être bon comme dépisteur. Tu sais pas c'est quoi le travail, tu ne l'as jamais fait. Mais une fois que j'ai commencé, ils m'ont vraiment lancé dans la gueule du lion, puis let's go, vas-y. Puis là, même au point où tu parlais d'horaire et des choses comme ça d'une journée, moi, je leur ai demandé, j'ai dit, c'est quoi mon horaire pour la saison 2011? Ils ont dit, ton horaire, c'est toi qui fais ton horaire. Fait que là, c'est là que j'ai appris c'est quoi le métier.
Mais c'est comme ça que je suis devenu dépisteur. C'est en raison d'une blessure qui m'empêchait d'être sur le terrain à temps plein. Alors, j'ai fait le move, puis j'ai bien apprécié. C'est quelque chose que je pense que ça m'a rendu un meilleur homme de baseball, étant capable de comprendre comment évaluer un joueur de baseball. Tu sais, c'est une chose quand tu es sur le terrain comme coach, de travailler avec ces gars-là, mais c'est une autre chose d'aller voir des joueurs qui ne sont même pas dans ton organisation, puis où tu peux être vraiment le 100% objectif. Tu sais, tu n'as pas... tu regardes un parti pris, là, ben oui. Oui, tu n'as pas un parti pris. Dans le fond, là, tu t'en fous qui gagne, qui perd. Tu regardes des joueurs puis tu es objectif. Alors, c'est pour ça que j'ai aimé ça. Okay. J'ai juste une petite question, là, je t'écoute parler, mais au niveau hiérarchique, est-ce que c'est une promotion pour toi de passer du bullpen à les recruteurs ou c'est pas mal au même niveau? Moi, je dirais que c'est pas mal au même niveau parce que c'est des rôles complètement différents. Tu sais, c'est vraiment là, deux branches dans l'arbre qui ont rien à voir. En bout de ligne, ils ont à voir un avec l'autre. Mais quand tu fais ce travail-là, tu n'as vraiment pas à faire avec vraiment ce qui se passe sur le terrain d'un sens. Fait que, mais j'ai aimé le fait que la seule chose, c'est qu'on dirait que tu es plus impliqué avec le directeur gérant que quand tu es sur le terrain. Okay. Quand tu es sur le terrain, tu es impliqué avec le directeur gérant quand tu as des réunions au camp d'entraînement, disons comme là pour décider les meilleurs joueurs à amener avec l'équipe à Montréal dans le temps ou avec les Marlins. Alors, c'est deux rôles différents, mais je pense que c'est deux rôles importants pour une organisation. Là, tu passes de... Ah, vas-y, David. Ben, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est ils disent c'est beau de ton horaire, tu fais ton horaire en 2011. À partir de là, c'est quoi? Ils te lancent dans la gueule du loup. C'est quoi ton horaire? C'est quoi tu fais de tes journées? Ça ressemble à quoi? Une journée typique pour un dépisteur professionnel, c'est premièrement, quand tu vas voir une équipe, comme nous, de la façon qu'on a procédé depuis plusieurs années, c'est que moi, j'avais 3 organisations. Comme ma dernière année, j'avais Cleveland, Toronto et Pittsburgh. Okay. Alors ça, là, je suis responsable pour les ligues majeures jusqu'à la classe A en Floride. Alors, tous ces clubs-là, ils s'en foutent comment tu vas le faire, mais pourvu que tu vois 5 matchs à la fois pour être capable de voir la rotation des lanceurs partants. Et puis, c'est toi qui arranges ton horaire en conséquence. Habituellement, on est parti 25 jours par mois, je dirais, en moyenne. Alors, il faut que tu t'arranges pour voir toutes tes équipes avant le 1er juillet. Il faut que tu ailles voir tes 16 ou 17 clubs avant le 1er juillet, parce qu'après ça, le mois de juillet, c'est vraiment, vraiment réservé là, pour les transactions. Par l'échange. Pour la date limite des échanges. Alors, le mois de juillet, tu es vraiment occupé, mais sur d'autres dossiers. Alors, tu vas voir tes équipes des ligues majeures. Comme moi, j'aimais ça, essayer d'avoir des équipes dans le nord des États-Unis pour être un petit peu plus proche de la maison, mais il faut que ça soit convenient. Il faut que ça soit facile aussi. Là, si tu vas à Syracuse, ben, tu t'en vas à Syracuse en voiture, puis après ça, tu essaies d'aller à Rochester, aller voir une équipe à Rochester, puis peut-être dévier par Buffalo par la suite. Alors, c'est toi qui fais ton horaire, parce que tu essaies de sauver de l'argent à l'organisation en même temps. Tu essaies de faire tes voyages. Moi, j'essayais de faire des voyages pas plus que 15 jours à la fois. Parce que je trouve que plus que 15 jours éloigné de la famille, on dirait que ton travail va en souffrir un peu le 16e, 17e, 18e jour. Fait que 3 séries d'affilée, pour moi, c'était l'idéal. Puis là, ça te permettait d'être à la maison peut-être un 3-4 jours et partir. Mais une journée typique, c'est que tu te lèves le matin, là, tu te lèves assez de bonne heure, puis moi, j'aimais ça aller m'entraîner le matin parce que ça te change les idées. Puis quand tu t'entraînes, tu penses souvent aux joueurs que tu as vus la veille. Tu sais, ça te permet d'être plus objectif puis de vraiment analyser les joueurs. Et puis, la journée d'un dépisteur, ça se passe beaucoup, beaucoup sur l'ordinateur. Okay. Après ça, moi, j'aimais ça, tout de suite après m'être entraîné, aller faire 3 heures de rapport de la dernière série que j'ai couvert, les derniers 5 jours que j'ai couvert une équipe. Parce que tu as 10 jours pour terminer une équipe. Fait qu'en moyenne, c'est 25 joueurs par équipe. Fait que tu as 10 jours après le dernier match que tu as vu pour soumettre tes rapports sur ces équipes-là. Alors, tu fais ça le matin puis l'après-midi. Là, après ça, tu t'en vas en pratique au bâton parce que tu vas toujours voir la pratique au bâton. Il y a des dépisteurs qui ne vont pas, mais je trouve que si tu veux faire un bon travail, il faut que tu ailles voir les joueurs pratiquer. Okay. C'est là vraiment que tu vas voir leur habitude de travail. Tu vas voir si le joueur il est conséquent avec ce que l'entraîneur essaye de travailler avec lui. Tu peux voir plusieurs petites choses
du côté là, que tu ne peux pas voir pendant un match, que tu vas voir pendant une pratique. Alors, tu vas voir le match, tu prends tes notes, tu regardes le match. Puis là, moi, ce que j'aimais faire quand je retournais à l'hôtel, c'est toujours avant de me coucher, d'écrire mon rapport sur le lanceur partant. Ou les lanceurs partants, si j'avais une ou deux équipes, ça dépend. C'était frais en mémoire. C'était frais, mais j'envoyais jamais le rapport à mes patrons le soir même. Parce que des fois, ça m'arrivait que je me réveillais le lendemain matin et je disais, ouf, je pense que j'étais un petit peu rough avec lui. Ou peut-être sa balle rapide est moins bonne que je pensais, l'effet sur sa balle rapide. Alors, ça me donnait, on dirait, un peu plus de temps. Mais c'est tu passes beaucoup de temps tout seul dans ta chambre d'hôtel à écrire des rapports parce que veux pas. Si tu as 18 équipes fois 25 joueurs, ben, chaque joueur que tu vois, il faut que tu écrives un rapport. Tu as 450 joueurs à scouter. Pendant une année, tu envoies environ 800 cucs, alors tu es mieux de faire tes rapports. C'est un travail qui est le fun, qui est plaisant, mais il faut que tu sois très discipliné. Oui, ça, j'allais dire, tu dis que tu as, mettons, 18 joueurs à voir. Quand tu vas voir un match précis, tu regardes beaucoup ton lanceur partant, mais les autres joueurs, comment est-ce que toi, dans les estrades, avec soit ton cahier de notes ou ton ordinateur, je ne sais pas comment tu fonctionnes exactement, mais tu regardes le line-up, puis à chaque fois, tu prends des notes sur le frappeur que tu vois là, puis tu as le temps de voir tous les frappeurs un à la fois. C'est vrai que le baseball, c'est un sport qui est lent, qui permet ça, là, mais c'est vraiment comme ça que tu fonctionnes. Tu es capable d'évaluer chaque joueur de line-up de chaque équipe. Oui, parce que des fois, ça arrivait que j'avais les deux équipes. Des fois, tu n'as pas le choix, tu as les deux. Ça c'est plus compliqué. Ça, là, je vais te dire, après un match, tu es fatigué, tu es épuisé parce que tu as regardé le club. Puis moi, j'ai toujours eu l'attitude que, tu sais, il y a des dépisteurs que, surtout, il y en a qui sont plus vieux, puis, tu sais, on dirait qu'ils se lèvent le matin, puis ils ont hâte d'aller ramasser des joueurs. Tu sais, on dirait qu'ils ont hâte d'être négatifs. Au lieu de. Je comprends. Je trouve que la plupart des dépisteurs que moi j'ai connus, tu te réveilles le matin, puis tu as hâte d'aller au stade pour essayer de voir des jeunes qui vont t'épater. Tu sais, moi, j'adore être assis là, puis dire, wow! Tu sais, quand tu vois un joueur qui a du talent, quand tu vois un joueur qui a beaucoup, beaucoup de talent, c'est un rapport qui va être très facile à écrire. Le contraire est vrai aussi. Si tu vois un joueur qui a moins de talent ou n'a pas de talent, c'est un rapport qui va être très facile à écrire, sauf c'est les gars dans le milieu. Hein? Ouais. Puis, oui. Comme quelqu'un m'a toujours dit, il dit, si tu passes trop de temps sur un joueur, les chances sont qu'il n'est pas aussi bon que tu penses qu'il l'est. Tu essaies de trouver des raisons pourquoi il devrait jouer des majeurs quand les outils sont tout en avant de toi qui te disent peut-être que non. Tu ne peux pas commencer à faire des recherches là, intensives dans le sens que tu vas regarder pendant 3 semaines qu'est-ce que le petit gars il a fait dans le junior, qu'est-ce qu'il a fait au... Non, tu n'as pas le temps de faire ça. Faut vraiment, tu te fies à ce que tes yeux te disent et puis ce que ton cœur en même temps. Et là, tu englobes ça avec toutes les statistiques avancées que tu peux te servir pour vraiment, là, parce que moi, j'appelle, c'est comme un casse-tête. Hein? Un joueur, c'est comme un casse-tête. Tu essaies de mettre tous les morceaux à bonne place pour pouvoir avoir une belle image de ce que le joueur devrait être dans le futur. Avec mon expérience que j'ai, là, c'est vraiment pas au même niveau, mais il y a des gars qui traînent une réputation. Toi, tu as été pro scout, c'est pour ça que je veux te parler de ça. Un gars qui a frappé, qui a fait une saison ou deux de 30 circuits il y a 6 ans, va souvent être placé dans bonne position dans un line-up parce qu'on pense qu'il peut répéter. C'est comme ça, c'est ça, il faut que tu évalues. Est-ce que la réputation est pour beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de discussions entre les scouts qui fait que tu vas moins regarder un joueur où il est rendu, tu vas plus te fier à l'opinion d'un puis de l'autre? Non, moi, là, jamais ça arrivé, puis tu sais, tu as des dépisteurs, c'est vrai, il y a des fois que tes yeux vont être attirés. Oh, un choix de première ronde, il doit être bon. Mm-hmm. Mais il y a souvent des choix de première ronde que je n'ai même pas dans les majeurs dans 3, 4, 5 ans plus tard. Là. Okay. Mais tu as des gars, puis un qui me vient tout de suite à l'idée comme ça, c'est Kevin Pillar. Mm-hmm. Kevin Pillar, de l'ancien des Blue Jays, c'est un choix, si je ne me trompe pas, c'est un choix de 35e ronde. Okay. Fait qu'il y en a des dépisteurs qui vont arriver et vont dire choix de 35e ronde, tu ne dois pas être bonbon. 35e ronde au baseball, tu as 30 équipes. Hey, c'est du monde à la messe. Right? Ben oui. Fait que des fois, il y en a qui vont avoir des préjugés juste en regardant la liste avant un match parce que, tu sais, on a toujours l'équipe, les statistiques détaillées des joueurs, qui ont joué, leur choix, quelles rondes qui ont été repêchées. Fait que moi, en début de série, j'essaie de ne pas regarder vraiment l'information personnelle trop. Mais il y en a des gars, tu n'as pas le choix. Là. Quand tu arrives là, puis
c'est un ancien premier choix au total, bien, tu le sais. Fait que tu sais que tes yeux vont être attirés vers lui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je donne la chance aux coureurs. Et puis, le meilleur exemple que j'ai dans les dernières années, c'est, vous connaissez le releveur Nick Anderson? Ben oui. Nick Anderson qui est rendu avec les Rays. Les Rays. Nick Anderson, OK, il y a eu des séries difficiles l'année passée avec Tampa, mais quand tu regardes la saison qu'il a connue avec les Marlins en 2019 et sa saison régulière en 2020, ça, c'est un gars, moi, j'avais l'organisation des Twins. Okay. Il y a 4 ans passés, il y a 3 ans passés. Et puis moi, j'ai vu Nick Anderson lancer avec Rochester au niveau 3A. Puis Nick Anderson, c'est un gars qui avait été repêché une fois, mais il n'avait pas signé. Il s'est retrouvé dans une ligue indépendante. C'est un gars qui vient du Minnesota. Et puis quand je l'ai vu lancer à Rochester, je ne savais même pas, comme je vous ai dit tantôt, je n'avais pas l'information personnelle du joueur. Fait, moi, j'évaluais le joueur, puis c'est un gars que j'ai vu lancer comme 3-4 manches en relève. Puis il y avait quelque chose, tu sais, il y avait quelque chose que j'aimais. Oui. Quand je suis arrivé pour écrire son rapport, le soir, j'ai regardé puis j'ai dit « Oh, misère, wow! » Il n'a même pas repêché, il n'a même pas signé avec une équipe, il est allé jouer dans une ligue indépendante, mais il y avait quelque chose que j'aimais. Tu sais, tu voyais, là, puis je voyais la progression de ses chiffres, sa vitesse, puis moi, mon rapport, je l'ai soumis à mon organisation comme étant un joueur que moi, je voyais là, comme un gars, un régulier dans l'enclos des releveurs. Okay. Pas comme un closer, même pas comme un setup guy, mais un membre important des relèves. Comme un gars de 6e, peut-être 7e manche. Mais le point est qu'il y a des dépisteurs qui ne l'auraient même pas regardé, ou qui n'auraient pas porté trop d'attention. En se fiant au pedigree. Oui, en se fiant au pedigree. Ouais. Mais moi, c'est un joueur que j'ai adoré. Et puis, il arrive avec les Marlins, il fait l'équipe au camp d'entraînement. Et puis, il connaît une saison incroyable. Et puis, le directeur gérant m'a dit, Mike Hill, cette année-là, quand on a eu des réunions au mois de juin, il dit, Pierre, il dit, c'est incroyable, il y a 29 équipes qui m'ont appelé pour la date limite des transactions. Ils veulent avoir Nick Anderson. Tu sais, un gars qui est sorti de nulle part. Ouais. Pas à cause de moi, là, peut-être que j'avais rien à voir avec la signature de Nick Anderson, sauf que moi, dans mes rapports, je le voulais. Mais je pense que les gars qui travaillaient du côté des statistiques avancées l'aimaient aussi. Tu sais, je pense qu'ils pouvaient voir qu'il y avait une progression qui se faisait. Fait que c'est pour ça que des joueurs, il ne faut pas que tu te fies juste. Tu sais, on entend ça au hockey, hein? Hey, Galchenyuk, troisième choix au total. Puis là, on se fait une idée de ce que le joueur devrait être, mais c'est pas ça. Mike Piazza qui est repêché en 64e ronde, je pense. Ah, oui. C'est assez incroyable. Là, puis j'aime la question de David, justement, parce qu'il y a des joueurs au hockey qui vont avoir plein de chances parce que c'est des choix de première ronde, puis tu as le gars de 3e ronde qui joue bien, qui donne son 100% toutes les fois, puis t'es comme pourquoi qu'il n'y a pas une chance ces 2 premières lignes. Mais au baseball, c'est ça, c'est juste qu'il y a tellement de joueurs. Que ça paraît peut-être moins, mais... Mon humble opinion, c'est qu'au baseball, la puissance, le power, il est très recherché, si on veut. Moi, c'est ce que j'ai vu, un Chris Davis qui a réussi à être 0 en pas loin de 50, garder son spot dans l'alignement des frappeurs. Tu verrais pas ça ailleurs. Là. Puis le gars, il a frappé, il a déjà eu une saison de 50 circuits. Fait on se souvient de ça. Un jour, on pense qu'il va débloquer. Mais c'est ça, c'est ce que je vois moi, au baseball comparativement au hockey, parce que je suis plus impliqué, plus connaissant, mettons, dans le hockey, je pense en tout cas. C'est que les gars, ils ont la corde un peu plus longue pour ceux qui ont eu un passé assez productif. Là. Oui, puis tu le mentionnais, tu sais, souvent des joueurs, là, ils arrivent dans les ligues mineures et puis il y en a que ça prend plus de temps que d'autres à développer. Mm-hmm. Puis on peut se le permettre au baseball, comme vous mentionnez, il y a tellement d'équipes des ligues mineures qu'on peut se permettre de les garder plus longtemps parce que veux pas, dans le A ou dans le 2A, tu es obligé d'avoir 12 ou 14 lanceurs. Fait que tu vas garder des joueurs, mais l'argent a beaucoup à faire avec ça. Ah ouais. Okay. L'argent, là, si tu investis 3,6 millions sur ton choix de première ronde, ben il y a des chances qu'il va rester avec l'organisation beaucoup plus longtemps que Kevin Pillar, qui a peut-être signé, d'après moi, Kevin Pillar, 35e ronde, il doit avoir signé pour 1000$ puis un billet d'avion. Là. Puis je viens pas. Ouais. Mais tu as des gars qui sortent de nulle part. Tu sais, un gars comme Edouard Olivaros, qui joue avec Kansas City, c'est un ancien des Blue Jays. Il était à Lansing, il jouait dans l'équipe de Lansing avec Vladimir Guerrero, Bichette.
C'est un voltigeur de droite, voltigeur de centre. Puis encore là, moi, c'est un gars que j'avais recommandé, parce que souvent, les Marlins me demandaient, Pierre, fais-nous une liste. Parce que c'est le fun de faire des transactions pour des gros noms. Mais souvent, quand tu fais une transaction pour des gros noms, des fois, tu as ce que tu appelles un throw-in. Tu as un gars des ligues mineures. Fait que nous autres, on aimait ça avoir des listes de joueurs des ligues mineures qui pourraient intéresser justement notre organisation. On pense qu'il y a une shot. Peut-être un long shot. Puis Edouard Olivaras, le voltigeur, c'est un gars qui n'était même pas sa map dans le temps. Puis encore là, pas à cause de moi, mais moi, j'ai bien aimé les 5 jours que je l'ai vu. Hey, il avait signé pour 1000 $, je pense, du Venezuela ou de la République dominicaine. Il n'était pas sur le radar, ce jeune-là. Ouais. Otto Lopez avec Toronto. Ouais. C'est un gars un jeune joueur que moi, j'ai adoré quand je l'ai vu jouer à Vancouver. Et puis, c'est un kid qui sort un peu de nulle part là, quand tu y penses. Tu nous en as parlé là. Il y a des chances de jouer dans une ligue majeure. Oui, mais tu nous as parlé de lui la semaine passée, puis là, j'allais faire mes recherches, tu sais. Puis il a marqué des points cette semaine pour les Jays. Il obtient sa chance présentement. Puis il laisse jouer, ils le font jouer. Fait que oui, c'est quoi qui fait que tu as un œil pour ça? C'est parce que tu as vu beaucoup de baseball? Tu sais, je veux dire, d'un recruteur à l'autre, c'est quoi qui différencie? Il y en a-tu qui vont là pour les gros, les home runs, si on veut, les home run trade ou les home run recommandations, ou tu te bâtis plus un nom en quantité de joueurs que tu vas aller chercher, que tu vas recommander? C'est dur à dire. Je pense que tout le monde a leur style. Et puis, il y en a des gars, comme tu mentionnes, qui veulent toujours essayer de frapper le grand chelem quand ça vient le temps de... Tu sais, ils vont prendre une chance sur un jeune joueur, sur des jeunes joueurs. Puis, ils vont prendre des chances pour dire à leur patron, « Hey, lui, il va être bon dans 3-4 ans. Il faut prendre une chance. » Fait que si le gars se rend des majeurs, tu as de l'air d'un génie. Mais souvent, le danger avec ça, c'est si tu réussis pas souvent, ben je pense que ça va nuire à ta carrière et à ta fiche personnelle dans le sens que des fois, tu es mieux des valeurs sûres, mais quand tu vois un jeune qui attrape ton œil et que tu dis « Hey, il y a un petit quelque chose, ce jeune-là. » Moi, ce que j'aime dire, c'est que quand je suis assis et je regarde un joueur, si je vois des flashs, tu sais, des petites étincelles de quelque chose, je me dis « Oh, s'il m'a montré qu'il est capable de lancer une balle rapide à 97, ça veut dire qu'il est capable de le faire une autre fois. » Ou si je vois un gars qui est capable de frapper une balle au champ opposé avec force puis il le fait 2-3 fois dans le match, bien, d'après moi, il est capable de le faire. Il sait comment le faire. Tu sais. Fait que moi, j'aime ça voir des étincelles d'un joueur puis je me dis, OK, s'il m'a montré ça, d'après moi, avec une progression, il va être capable de le faire plus souvent, il va être plus constant, plus régulier. Puis éventuellement, ça va paraître puis il va devenir un joueur des ligues majeures. Mais il faut que tu aies des outils dans ta boîte d'outils, là. Effectivement. Vas-y, Jeff. Ouais, j'allais juste dire, je reviens un peu en arrière, moi, dans le fond. Là, tu n'es plus à l'emploi, fait que je peux me permettre de te poser cette question-là. Est-ce que, avec la hausse des salaires dans le sport professionnel, tous les sports, est-ce que tu considères que les recruteurs, vous étiez bien payés pour la job que vous faisiez? Bien, moi, j'ai toujours pensé, toutes les années, j'ai travaillé dans le baseball, puis comme dépisteur aussi, recruteur, je pense que c'était à cause de nous autres si l'organisation ne faisait pas plus d'argent. À chaque fois, c'était le temps de renégocier notre contrat. Premièrement, tu ne renégocies pas ton contrat. C'est eux autres qui te donnent un contrat. Il faut se dire la vérité. Là. C'est pour ça que moi, je dis, je ne sais pas si on s'en est parlé la semaine passée, des fois, il faut que tu fasses attention qui t'engage comme dépisteur. C'est des gars qu'il faut qu'ils soient prêts pour aller à la guerre pour ton organisation. Dans le sens que c'est pas un travail facile, c'est un travail, il faut que tu sois très discipliné. Puis souvent, il y a bien des gars qui veulent, des anciens joueurs qui ont fait beaucoup d'argent, puis qui font le travail de dépisteur peut-être 1 an ou 2, puis après ça, ils ne sont plus capables parce qu'ils ont de l'argent, mais ils ont de l'argent dans leur poche, ils ne sont pas obligés de faire ça. Parce que c'est un travail qui est un peu ingrat, parce que tu travailles en arrière-scène. Et souvent, oui, tu es impliqué dans des transactions, tu es impliqué dans bien des choses, mais il y a souvent que tu n'entends rien. Tu n'entends absolument rien, puis tu fais juste ta job, tu fais ton travail. Fait que ce n'est pas un travail qui est fait pour tout le monde. Il y a bien du monde qui pense que dépisteur, tu t'en vas dans des belles villes, tu restes dans les hôtels. Oui, mais tu restes dans l'hôtel, mais tu es dans ta chambre à tous les jours en train d'écrire tes rapports. Tu n'es pas en train d'aller voir la Statue de la Liberté. Tu n'es pas, pas en touriste, là. Non, tu n'es pas en touriste parce que dépisteur, c'est un travail qui est exigeant.
Et puis, tu fais beaucoup, beaucoup de voitures, beaucoup d'avions. Moi, je faisais plus d'avions dans mes dernières années parce que souvent, avec mes organisations, il fallait que j'aille en Floride, il fallait que j'aille au Tennessee. Puis il y avait des petites villes où tu vas, là. Tu fais attention ce soir quand tu retournes à l'hôtel. Hein? Tu ne pas trop, tu retournes tout de suite à l'hôtel. Ah, c'est clair. Non, c'est pas un travail vraiment que tu es très, très bien payé. Moi, mais connaissez-vous le nom Aaron Seeley? Souvenez-vous du lanceur Aaron Seeley? Il a lancé comme 18 ans dans les majeurs avec les Red Sox. Il est un très bon lanceur. Aaron Seeley. Ouais. Comment tu l'écris, Pierre? S-E-L-E. Aaron Seeley. S-E-L-E. Non, moi, ça me dit rien. Lancé longtemps dans les majeurs et puis il a travaillé comme dépisteur avec nous pendant 2 ans. Et puis ça, c'est un ancien joueur qui était dévoué à sa tâche puis il adorait ça. Puis le gars, il a de l'argent en banque, là. Oui, j'imagine. Mais c'est pas pour tout le monde. Tout le monde pense qu'il serait capable d'être dépisteur, mais c'est pas pour tout le monde. Okay. J'ai une petite question, moi, qui me brûle les lèvres, parce que, tu sais, on est tous évalués à un certain moment dans notre travail. Comment vous faites évaluer, vous, les recruteurs? Est-ce au nombre de joueurs que tu recommandes? C'est comme ça que ça fonctionne? Ou... Bien là, maintenant, aujourd'hui, avec les statistiques avancées, d'un sens, il y a des programmes d'ordinateur qui sont capables d'évaluer vraiment les joueurs que... Tu sais, puis, veut pas le directeur gérant ou ton patron qui est le directeur des dépisteurs professionnels, lui, il garde un peu, là, il voit tous tes rapports sur tous les joueurs. Fait qu'ils ont une bonne idée quel dépisteur a eu plus de succès que d'autres avec les joueurs qui ont recommandé. Tu sais, veut pas, si tu recommandes des joueurs, puis on va les chercher comme joueurs autonomes ou dans une transaction, puis le joueur ne fait rien, bien, éventuellement, tu vas te faire taper ses doigts, tu vas perdre ton emploi. Mais si les joueurs que tu recommandes, ils se faufilent dans les ligues majeures, sont capables d'avoir un rôle établi. Tu sais, c'est facile d'évaluer un gars comme Barry Bonds dans le temps ou un Mike Trout. Tu sais, tes voix, là, quand ils sont des majeurs, tu dis lui, il est bon, moi, je pense qu'il va être. Ben ouais, facile. Mais trouver d'autres joueurs là, qui grattent à surface, c'est là que tu fais ton argent. C'est là, je pense, que tu as une bonne réputation ou une mauvaise réputation. Il faut que tu sois capable de reconnaître le talent. Et souvent, ce n'est pas les joueurs étoiles qui vont te faire gagner. Hein. Si tu as des bons joueurs en arrière. La profondeur qu'on appelle. Oui, la profondeur, mais de la bonne. Tu sais, des fois, tu as des équipes, je trouve, que comme au hockey, si on parle de hockey, qui vont aller chercher beaucoup de joueurs qui sont bons pour le 3e puis 4e trio. Oui, mais de qui on parle ici, Pierre? Je parle d'équipe en général. Pas d'équipe locale, mais c'est la même chose au baseball. Tu sais, si tu recommandes toujours des 5e partants, puis des releveurs pour la 5e manche, 6e manche, des gars de la longue relève, mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de trouver une perle, un jeune qui a du talent, qui va peut-être devenir un joueur régulier. Okay. Corb, je sais que tu as hâte de parler de certains joueurs. Moi, je vais commencer ça avec un nom parce que moi, je suis un fan des Red Sox, là, puis je sais que tu as couvert la division des Red Sox Yankees, tout ça, Pierre, dans ta carrière. Je suis curieux, puis je pense que Corb aussi, ça va peut-être t'intéresser, Corb, mais il y a un joueur qui a été signé par les Red Sox il y a quelques années, un gros contrat, un Cubain du nom de Rusney Castillo. Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait les majeurs, ce gars-là? Pourquoi toi, tu l'as vu jouer en masse là, dans les mineurs? Là? Fait, qu'est-ce que toi, ce gars-là, c'est pas un MLB material, mettons? Premièrement, il avait son salaire, je pense, qui rentrait toujours en ligne de compte. Il avait signé un gros contrat avec les Red Sox. Ouais. Et puis, c'est un gars qui n'a jamais été capable de s'établir. Il n'était pas constant. Tu sais, c'est un gars, quand j'ai vu, moi, je l'ai vu jouer à Pawtucket, surtout dans le 3A. Ouais. Mm-hmm. Et puis, moi, c'est un joueur que je voyais plus comme un 4e ou 5e voltigeur dans une équipe. Mais il gagnait tellement d'argent dans l'époque, même s'il jouait dans les ligues mineures, parce qu'il avait un contrat garanti avec les Red Sox. C'était un gars qui n'a jamais, on dirait qu'il n'a jamais été capable de faire sa place puis de connaître du succès quand c'était le temps, là, quand il était promu au niveau majeur. On dirait qu'il n'était jamais constant. Il y avait toujours des baisses de régime. Puis je pense que les Red Sox ont perdu patience dans le sens qu'ils n'étaient plus capables de compter sur lui. Fait qu'ils essayaient de développer des joueurs. Puis dans ce temps-là, n'oubliez pas, les Red Sox avaient un très, très bon système de filiales quand il est arrivé. Oui. Je sais que ça commençait à baisser par la suite, mais il y avait de très, très bons joueurs et je pense qu'il y avait toujours une autre option. Okay. Il y avait toujours une autre option là, qui se présentait dans le temps de Mookie Betts. Benintendi. Jackie Bradley, avant Benintendi aussi, là, mais tu avais des joueurs qui étaient déjà en place, qui étaient plus réguliers.
Puis moi, Castillo, j'ai toujours trouvé que c'était un gars qui avait de la misère au bâton. Tu sais, je veux dire, avec sa constance, il avait toujours trop de retraits sur des prises. On dirait qu'il n'était pas capable de reconnaître quelle sorte de joueur qu'il était, puis d'être constant avec ça, puis de rester avec une approche. Il n'y avait pas d'approche au bâton. Je comprends. Ça fait du sens aussi. Moi, je vais te lancer dans. Tu sais, je t'ai dit la semaine passée que j'étais un fan des Yankees. Il y a eu une grosse transaction qui a eu lieu il y a 3 ou 4 ans maintenant. T'étais à l'emploi. Les noms que je vais te nommer, tu étais à l'emploi. Là. Moi, ça me fait capoter que tu aies été impliqué dans des décisions comme Giancarlo Stanton. Comment ça. Je comprends que tu dis Jeffrey Loria tripe baseball. Comment que ça se prend une décision comme ça à l'intérieur d'une organisation? Bien, premièrement, c'est Loria qui a reconnu le talent de Stanton puis qui a oui, c'est vrai, c'est pas lui qui l'a échangé. Le gros contrat. Ouais. Il a donné le gros contrat qui est, je pense que tout le monde était tombé à terre quand on a vu le contrat qu'il avait offert à Stanton. Mais par la suite, c'est le nouveau régime qui est arrivé puis qui ont décidé. Ça, c'est une décision d'organisation qui décide du jour au lendemain, hey, c'est notre équipe maintenant, c'est nous autres qui mènent nos sous là-dedans et on veut recommencer à zéro. Et la chose, quand le groupe à Jeter a pris les Marlins, quand ils ont pris possession des Marlins, notre système de filiale c'était affreux. On n'avait rien. Honnêtement, là, surtout les joueurs de position, on n'avait rien. On était... Parce qu'avec Jeffrey, tu sais, je parlais que c'était un gars qui aimait le baseball, Jeffrey, mais c'est un gars qui était très impulsif aussi. Fait qu'à chaque fois qu'il voulait avoir un joueur, lui, là, il était prêt à sacrifier 22 prospects pour avoir le joueur qu'il voulait. Parce que lui, il se disait, les prospects, on va en trouver des prospects. Mais éventuellement, ce qui arrive, c'est tu regardes dans la pantry puis tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Tu n'as pas de joueur, tu n'as plus de joueur, tu n'as rien. C'est ça qui est arrivé aux Marlins. Puis j'admire le groupe de Jeter, par exemple, pour avoir fait ça. Avoir les couilles dans un nouveau marché puis dire, on va échanger Yelich, Ozuna puis Stanton. Wow! Mais les joueurs qui sont allés chercher en retour, ça ne marche pas tout le temps parce que là, je suis certain que vous allez me sauter dessus pour Milwaukee avec Yelich. Ben écoute, j'ai fait mes recherches, Pierre. Avec raison. Je vais te nommer, pour Stanton, Yelich, Ozuna, Starlin Castro, des gars pour Stanton, c'est Starlin Castro, Guzman et Devers, non pas Raphaël Devers. Yelich, on a eu Brinson, Harrison, Ethan Diaz, Yamamoto. Ça s'avère être peut-être une transaction quand même payante. C'est sûr que vous avez perdu le meilleur joueur du bunch, mais il y a quand même des joueurs qui jouent de la MLB. Ozuna, on a eu Sierra, Castano, Alcantara qui lance dans la MLB. Puis Real Muto. C'est probablement votre meilleur retour pour la transition de JT Realmuto avec les Phillies. T'es-tu impliqué, toi, dans ces trades-là? T'es-tu assis avec le monde? On regarde-tu les joueurs qu'on pine, qu'on veut aller chercher, les throw-in là-dedans? Comment ça se passe? Bien, avec Milwaukee, avec Yelich, il y avait des joueurs que j'avais vus dans l'organisation des Brewers. Et puis, moi, un gars que je trouvais qu'il avait un talent incroyable, mais il n'a pas encore été capable d'atteindre le niveau. C'est peut-être un des meilleurs athlètes dans le baseball professionnel. C'est Monty Harrison. Fait que lui, j'ai été appelé parce que je l'avais vu jouer juste avant la transaction. Puis moi, j'ai toujours pensé que c'est un gars qui avait un potentiel incroyable. Même si tu regardes ses statistiques, puis tu regardes les 200 retraits sur 3 prises dans le A, dans le 2A, dans le 3A, tu te dis « Oh my God, comment il va frapper des majeurs? » Mais moi, ce qui m'attirait d'un gars comme lui, c'est qu'il est capable de faire tellement d'autres choses. Tu sais, c'est un joueur qui est plus rapide que la moyenne. Il a un meilleur bras que la moyenne. C'est un meilleur voltigeur de centre ou voltigeur de droite que la moyenne. Et s'il se rend à ses buts, il peut faire quelque chose et il a le potentiel de frapper 30 ou 40 home runs, tu sais, le circuit. Donc, c'est le côté moyenne, lui, qui enlève le 5-2. Lui, c'est le côté moyenne, mais ça, c'est le genre de joueur que tu dis, OK, avec Yelich, on n'était pas pour aller chercher des gars qui faisaient de l'argent. Alors, il faut que tu ailles chercher. Puis nous autres, avec les Marlins, on avait une philosophie qu'on était à chasse. À chaque fois qu'on regardait des jeunes joueurs, on était à chasse pour des outils qui sont vraiment ultra performants. Puis un gars comme Brinson, puis un gars comme Harrison, les deux gros noms dans l'échange de Yelich, bien, ce qui est attrayant pour eux, c'est beaucoup, beaucoup de vitesse et potentiel de beaucoup de puissance au bâton. Fait que ça, c'est deux gars qu'on a vraiment regardés. Yamamoto, c'était plus un lanceur, un peu plus comme un throw-in dans le deal, là. Mais tu sais, quand tu échanges Yelich, Stanton, c'est certain que c'est difficile.
Puis dans le cas de Stanton, c'est Guzman qui est le morceau peut-être le plus impressionnant. C'est le lanceur que l'organisation compte le plus dessus pour avoir vraiment une bonne carrière. Puis Devers, c'est un jeune joueur, c'est un très jeune joueur qui a beaucoup, beaucoup de talent, mais lui, son problème, c'est sa force physique. Okay. C'est très difficile de faire la projection du corps physique d'un joueur. Oui. Je ne sais pas s'il va engraisser. S'il engraisse de 15 livres du muscle, moi, je pense que la puissance va venir. Mais si c'est un gars qui a tendance à être maigre, ben, peut-être que la puissance ne viendra pas non plus. Hein? Okay. Fait que, ça, c'est des transactions qui ont été plutôt faites par l'organisation à cause de l'ampleur et à cause qu'ils ne voulaient pas avoir ces chiffres-là au point de vue de salaire au sein de l'organisation. Mais ça a été des transactions qui changeaient complètement la philosophie de l'équipe. Est-ce que tu sais pourquoi, tu sais, au hockey, on va voir une transaction, un joueur élite va se faire échanger contre un choix de première ronde puis des gros prospects. Au baseball, là, tu sais, je sais que Corb, il l'a en dessous de sa barbe, celle-là, puis il va rire un peu, mais tu sais, l'échange de Mookie Betts, là, c'est incompréhensible que les Red Sox n'aient pas eu un joueur d'impact, un jeune joueur d'impact. Au baseball, on ne voit pas ça, un choix de première ronde, transigé. C'est vraiment. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce qu'il y a trop de joueurs, trop de jeunes prospects, puis les jeunes se développent plus tard quand on veut des jeunes, ben écoute, on va aller avec les jeunes dans le A, puis on va voir ce qui va arriver. C'est rare des transactions avec des gros prospects qui sont prêts un an après contre des gros joueurs. Ça, il y a plusieurs aspects à ce que tu viens de parler. Tu penses à San Diego cette année qui ont fait plusieurs transactions, mais ils ont été capables de garder leur noyau de bons jeunes joueurs. Okay, ça, c'est pas facile à faire. Mais dans le cas de Mookie Betts, ce qui est difficile au baseball, qu'on ne voit pas au hockey, premièrement, au baseball, tu n'as pas le droit de transiger ton choix de première ronde. Mm-hmm. Fait que déjà là, c'est pas comme le hockey. Le hockey, là, si une équipe, dans la NFL, c'est la même chose. Tu peux transiger ton choix de première ronde. Ben oui. Hey, fait que ça, là, ça peut être attrayant pour un club, mais au baseball, tu n'as pas le droit de le faire. Puis un gars comme Mookie Betts, un gars comme Stanton à l'époque, quand on l'a échangé, c'est le contrat qui va dicter qu'est-ce que tu vas avoir en retour. En voulant dire, si comme nous, on a échangé Stanton aux Yankees. Mm-hmm. OK? Fait que les Yankees ont absorbé la majeure partie du salaire à Stanton. Fait que c'est pour ça qu'ils nous ont donné une coupe de leurs bons prospects. Mais dans le cas de Betts, on dirait que des fois, ça dépend du montant d'argent qui va rester avec les Red Sox, le montant qui va rester avec les Dodgers où tu es échangé. Souvent, c'est ça qui va dicter c'est quoi la transaction. Si une équipe est prête à prendre tout l'argent, ben, tu vas avoir moins de prospects parce que l'autre équipe a pris tout ton argent. Tu sais ce que je veux dire? Tu n'as plus besoin de payer, comme nous autres, on n'avait plus besoin de payer Stanton 30 millions par année. Je pense qu'on lui a donné 10 ou 12 millions pour le restant de son contrat, quelque chose du genre. Fait que c'est pour ça que ce qu'on a reçu, c'est moins que si on avait décidé de prendre, disons, la moitié de son salaire. Okay. Si on avait décidé d'aider les Yankees, on va changer Stanton, mais on va payer une grosse portion de son salaire. Ça aurait coûté plus cher en prospect. Oui, c'est ça. Fait que l'argent, elle a beaucoup à faire avec une transaction. C'est pas juste une question de j'ai joueur A qui vaut tant, puis je vais avoir 8 joueurs en retour. Ça ne marche pas comme ça. Ça va d'après le contrat du joueur, malheureusement. Puis les années de contrôle aussi, ils sont beaucoup. Les années, oui. Mais les moi, années de contrôle, ça l'a beaucoup, ça. Juste pour renchérir sur Mookie Betts, je vais la poser autrement. Comment un joueur top 3 MLB se fait échanger contre Alex Verdugo puis deux autres qu'on n'a même pas encore entendu parler? Jeter Downs, je pense qu'il va être solide. Là. Je pense que, je ne sais pas, toi, c'est quoi ton point de vue, Pierre, là-dessus, mais Jeter Downs, j'ai des belles attentes pour lui. Des belles attentes, mais je ne pense pas que ça va être un Mookie Betts. Là. Non. Il ne sera pas le talent de Mookie Betts, mais un des joueurs qu'il y avait eu en retour, c'était comment il s'appelle, le releveur, le Gratterall de Minnesota. Ouais. Puis, quand il est venu le temps de regarder sa fiche physique puis son histoire médicale, les Red Sox ont dit non. Fait que le joueur, il s'est retrouvé avec les Dodgers. Puis ça, c'est un joueur que moi, j'avais bien aimé avec les Twins du Minnesota dans le temps, quand il était là. C'était un jeune joueur que je disais, oh, misère, que ce gars-là, il a l'air d'avoir un potentiel incroyable. Ouais, non, c'est ça. C'est dur à comprendre souvent les transactions parce qu'il y a tellement d'argent impliqué, puis on compare souvent aux sports puis ce qu'on ne devrait pas faire, mais bref. Si tu es prêt à absorber un peu du salaire et aider l'autre équipe, ils vont te donner un meilleur joueur en retour. Sinon,
ben, tu sauves 30 millions, tu peux le dépenser ailleurs, mais tu n'auras pas les meilleurs prospects de l'organisation. Okay. C'est sûr. Puis tu sais, Stanton, Yelich, Ozuna, Real Muto, name it, est-ce que tu es consulté? Est-ce que tu es dans le processus? Comment ça se passe? On a tous vu Moneyball, puis on s'entend que c'est romancé un peu. Comment que ça se passe? Est-ce que vous savez tous vraiment d'avance que Stanton s'en va? Un exemple comme ça? Oui, tu sais, avec les expos, on savait que Pedro Martinez était pour être échangé. On ne savait pas où ou pour qui, mais on savait, c'était le propriétaire qui nous avait dit que pendant la saison morte, on était pour échanger Pedro. Et puis, ce jour-là, tout le monde était assis autour de la table. Puis quand on a entendu ça, tout le monde a fait comme « Oh, encore, encore une fois. » Mais tu le sais qu'un gars va être échangé, mais par contre, la date limite des transactions, c'est là, je pense que c'est le plus fun comme dépisteur. C'est là que tu vois des meilleures transactions des fois parce que c'est sur le coup d'émotion. Hein? Tu réalises que tu as une bonne équipe, tu penses aller un peu plus loin. Fait que là, le mois de juillet, tu te concentres à aller chercher peut-être la pièce manquante pour gagner un championnat. Comme nous, on avait fait au mois de juin en 2003, quand on était allé chercher Huguette Urbina des Rangers du Texas. On avait besoin d'un closer. On est allé chercher Urbina. Et moi, je me souviens, vous vous souvenez d'Andrew Cashner? Oui, ben oui. Il lance encore, ça? Il lance encore, mais il était avec les Padres. Et puis ça, je me souviens, j'étais sur la côte ouest. C'était au début du mois de juillet, là, quand on commence à parler justement des transactions là, avant le 1er août, le 31 juillet. Et puis, mon patron m'avait demandé de regarder Cashner parce que c'était un gars sur notre radar. On avait une bonne saison, ça allait bien. Et on voulait rajouter justement peut-être un lanceur partant avec l'expérience. Et puis, moi, j'avais été le premier dépisteur à rentrer à Los Angeles. Puis, je le regardais lancer. Moi, j'étais là pour voir les Dodgers, mais lui, il lançait pour les Padres. Alors, il fallait que je fasse un rapport spécial, ce que je pensais. Et puis, moi, ce soir-là, je ne l'avais vraiment pas aimé. Je n'avais pas aimé son attitude au monticule. Il ne s'était pas battu. Il n'avait pas de l'air d'un gars qui était intéressé. Puis moi, personnellement, j'avais dit non. J'ai dit, c'est pas un gars que j'aimerais aller chercher. Et puis, le deuxième dépisteur qui est arrivé là, il ne l'aimait pas non plus. Fait que finalement, on le voulait tellement, les gens dans l'organisation le voulaient tellement qu'ils ont fini par avoir un dépisteur qui a dit « Ah oui, je pense que ça serait une bonne addition pour l'équipe. » Et puis, on a échangé Josh Naylor, qui était notre choix de première ronde l'année précédente ou 2 ans avant. On avait échangé plein de jeunes joueurs pour Cashner, puis il avait été affreux pour nous autres. Fait que, tu sais, ce qui est le fun, par exemple, au mois de juillet, c'est que tu vas. Là, ta couverture du mois de juillet, tu ne regardes plus une équipe au mois de juillet. Là, tu commences à regarder des cibles, des targets. Oui. Focus. Comme moi, une année, j'avais les Orioles de Baltimore parce qu'on essayait d'améliorer notre club. Et puis là, ils vont te donner des cibles, des joueurs que tu dois regarder pendant le mois. Fait que tu te promènes partout pour suivre ces joueurs-là. Et puis, tu sais, quand tu entends dans les films où tu entends souvent le War Room, tu sais, ben, à fin juillet, dans le baseball, c'est comme ça. Le directeur gérant, le propriétaire, tout le monde se regroupe au stade, sont dans une pièce. Puis là, ils nous appellent individuellement, puis là, ils vont m'appeler. Comme l'année passée, quand on a échangé Jonathan Villar aux Blue Jays. Oui. Nous autres, on voulait avoir un lanceur de relève d'expérience, mais les Blue Jays venaient de perdre Romano, le Canadien, c'est une blessure. Fait qu'ils ne voulaient pas nous échanger Anthony Bass, un releveur d'expérience qu'on voulait. Et puis, c'est là que tu commences à négocier. Ils t'appellent, puis ils disent « Pierre, quel joueur que t'aimes? » Puis, fait que là, eux autres, ils retournent, ils appellent les Blue Jays, on aimerait avoir un tel. Non, on peut pas vous le donner. Là, après ça, un autre joueur. Fait que finalement, on a eu le fils à Jeff Conine. Ben ouais. Fait que, tu sais, c'est comme ça que c'est arrivé. En bout de ligne, mon boss m'appelle, puis il dit, Pierre, il dit, s'il nous offre Conine, est-ce qu'on le prend? Puis nous autres, on voulait l'échanger Villar. Ben oui. On voulait l'échanger Villar parce qu'il faisait de l'argent. Il était pour être joueur autonome. Fait que nous, avoir un morceau, un prospect en retour, c'était une bonne situation. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne. T'sais, toi, tu es dans ton auto, là, tu t'en vas à ton prochain match. Là tu es sur le téléphone avec le directeur gérant, le président de l'équipe, Jeffrey Loria, à l'époque, était sur le téléphone. Okay. Là, quel t'aime mieux? Lui ou lui? Puis, comme Jack McKeon m'a toujours dit, Pierre, quand tu es dépisteur, il ne faut pas que tu sois assis sur la clôture.
tu vas avoir tort des fois, tu n'auras pas toujours raison, mais il faut que tu donnes ton opinion. Fait que c'est là que tu niaises pas, tu dis oui, je l'aime, non, je ne l'aime pas, pourquoi tu ne l'aimes pas, pourquoi tu l'aimes. Fait que ça, c'est le fun. La période de transaction, c'est toujours le fun. Pierre, ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Est-ce qu'il te reste encore un peu de temps? Oui, c'est vous autres, là. Ben oui. Ça va bien, j'adore ça. Ouais, c'est ça, encore quelques questions. David, il parlait de Moneyball tantôt. Est-ce que tu as vécu un peu la situation Moneyball dans le film où est-ce que les recruteurs sont autour de la table, puis là, c'est comme, OK, on a perdu GMB, il faut le remplacer par 3 joueurs. Sortez-nous 3 joueurs. Tu sais, un peu, comme David a dit, c'est romancé, mais as-tu déjà vécu un peu ce genre de scénario-là? As-tu vécu Moneyball avec les Marlins? J'imagine que oui. Là. Oui, surtout dans les dernières années, mais ce que j'ai aimé, ce que j'ai apprécié des Marlins, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on avait un département de statistiques avancées qui était approfondi. Là. On n'avait pas juste. Okay. Je me souviens, il y a peut-être, quand j'ai commencé comme dépisteur il y a 10 ans, on avait comme juste 2 gars qui travaillaient ces stats avancées. Puis ils avaient leur propre section, on ne les voyait jamais, on ne leur parlait pas. Eux autres, ils soumettaient des rapports sur les joueurs. Fait qu'on n'était pas ensemble. Mais ce que j'ai apprécié des Marlins, c'est qu'on a réuni les 2 groupes ensemble. Okay. Mais moi, je ne faisais pas leur job, puis eux autres ne faisaient pas notre job. Mais on était capable de se parler. Puis moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est quand on parlait des joueurs, tu sais, si on parlait d'un Griffin Conine, justement, d'une transaction. Pierre, qu'est-ce que tu as pensé du joueur quand tu l'as vu jouer? Fait que là, moi, tu sais, je parle de la puissance. Oui, il y a beaucoup de retraits sur des prises, mais je vois que son élan, il a des mains rapides, il est capable de faire des ajustements. Fait que là, après ça, ils vont dire, OK, Brian, qui était en charge de notre système analytique, vous autres, votre département, qu'est-ce que vous pensez de Griffin Conine? Là, des fois, c'est le fun quand eux autres, ils disent la même chose que toi, avec des statistiques pour appuyer ce que toi, tu as vu comme dépisteur. Ben oui. Mais il y a plusieurs organisations que ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un mur entre les deux, puis ils veulent vraiment, vraiment pas que les deux côtés se réunissent et qu'ils se parlent ensemble. Ben, de cette façon-là, tu n'es pas biaisé du tout. Fait, les résultats peuvent être les mêmes sans que vous vous parliez. Toi, tu peux aimer un joueur, les statistiques vont prouver qu'il est bon, mais en plus que vous ne vous êtes pas parlé, ça peut amener une certaine crédibilité. C'est peut-être pour ça qu'ils font ça. Je pense qu'ils ne veulent pas enlever la force des dépisteurs qui sont sur le terrain, puis ils ne veulent pas enlever la force des gars qui sont dans le bureau avec leur ordinateur. Tu sais ce que je veux dire? Tu sais, comme nous autres, comme dépisteurs, tu ne peux pas devenir juste un gars de stats avancés parce que là, tu ne feras pas ta job que tu es engagé pour faire. On parlait de Nick Anderson tantôt, puis moi, je suis convaincu que Nick Anderson, quand ils ont décidé d'aller chercher des Twins du Minnesota, je suis convaincu qu'ils ont vu mon rapport, puis peut-être un autre rapport d'un dépisteur qui l'a peut-être vu cette année-là, puis le côté statistique avancé, c'est sûr et certain que les autres l'aimaient aussi, c'est sûr. Fait que quand tu mets les deux ensemble, tu dis « Oh, hey, là, on est rendu qu'on a 4 ou 5 personnes qui adorent ce joueur-là. » Puis on essaie toujours de trouver des joueurs qui ont peut-être... Tu sais, souvent, une organisation, ils ne connaissent pas tous leurs joueurs. Des fois, ils ne les connaissent pas tous. Des fois, nous autres, on les connaît plus qu'eux autres. Oui, parce que vous passez du temps sur eux. Tu m'as déjà dit que tu ne connaissais même pas les prospects de ton équipe, justement, parce que je ne les voyais pas. C'est ça. Malheureusement, c'est ça qui est dur. C'est le travail qui est le plus difficile, je trouve. C'est quand ton patron t'appelle et il dit « Pierre, un tel, es-tu meilleur que ce qu'on a au 3A? » Là, tu es là et tu dis « Je m'excuse, mais je n'ai pas vu notre go 3A. » C'est ça. Juste me fier à ces statistiques puis ce que j'ai vu juste comme ça, mais je ne l'ai pas vu. Mais est-ce que, à part les prospects que vous êtes allés chercher, ceux-là, tu les connais parce que tu les as vus jouer, tu les as recommandés. C'est spécial quand même, hein, vu de même? Ben, tu vois, il y a un gars David Dombrowski, qui était avec Détroit, au mois de juin, c'était bien avant la date limite des transactions, il voulait Steve Cishek, notre releveur droitier, qui lançait un peu par en dessous, qui voulait absolument l'avoir pour le enclos des releveurs. Et puis, à l'époque, c'était au mois de juin, il y avait un joueur canadien, un premier but, Jordan Lennerton, qui jouait pour Toledo. Il a fini par jouer avec les Capitales de Québec en plus. Puis Jordan Lennerton, au mois de juin, il frappait comme 320. Il y avait comme 12 circuits. Il menait la ligue là, dans presque toutes les statistiques offensives. Et puis, mon patron m'appelle et il dit « Pierre, il dit, t'es à Rochester? » Je dis « Oui. » Il dit « Toledo est là, justement. Je veux que tu regardes Jordan Lennerton. Puis quand tu vas avoir un feeling sur le joueur, rappelle-moi parce que les Tigers sont très intéressés à Cishek. » Fait que, tu
tu sais, tu es là, puis tu regardes le joueur, puis le premier soir, tu te dis, ah, deuxième soir, ah. Mais là, le troisième, je savais que c'était Kyle Gibson, le lanceur droitier des Kings, qui était dans le 3A, qui lance 95 avec une balle rapide à effet tombante, là, dévastatrice. Là, j'ai dit, c'est là que je vais voir si Jordan Lennerton est capable. Puis il n'y avait pas eu d'étincelle, il n'y avait pas eu de flash. Il se faisait battre par des tirs à l'intérieur, il n'y avait pas d'ajustement. Fait que moi, j'ai appelé mon patron ce soir-là, puis j'ai dit, écoute, c'est pas un joueur que je peux recommander. Je pense pas qu'il peut nous aider. Okay. Il a connu une mauvaise deuxième moitié de saison, puis l'année suivante, il a frappé comme 200. Puis après ça, il s'est retrouvé dans une ligue indépendante. Fait que j'ai été chanceux. Peut-être que je l'ai vu au bon moment où. Oui, le timing, hein? Le timing, tu te dis, Colin, c'est important. Ben oui. Ah ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu dis, hey, ce gars-là, un peu le contraire, tu sais, que jamais tellement de skills, tu penses qu'il va faire les majeurs, tu es convaincu, puis finalement, c'est un flop total, que toi, tu as recommandé? Ça arrive. C'est pas un flop, j'exagère, là, mais tu sais, quelqu'un qui fait pas. Oh non, mais il y en a que c'est des flops, là. Je pourrais pas te dire vraiment, là, parce qu'il y en a trop. Il y en a plusieurs des gars, tu sais, je veux dire. Mais souvent, des gars, tu sais, moi, j'ai jamais pensé que Corey Kluber, c'était pour être un gars qui était pour être un premier lanceur dans une rotation. Moi, je le voyais comme 4e ou 5e partant quand il était avec les Indiens de Cleveland. Il y a bien des gars comme ça ou des gars que je me dis, tabarnouche, je pense que c'est plus un releveur. Puis après ça, oups, il est des majeurs comme lanceur partant puis il connaît une très, très bonne carrière. Tu sais, c'est... Comme je disais tantôt, les joueurs qui ont un talent extrême, c'est plus facile. Ben mais oui. les joueurs qui ont moins de talent, des fois, mais tu peux te tromper. Des fois, tu te trompes dans le rôle que tu établis pour le gars. Ben, c'est overachiever, underachiever. Il y a des gars que, dans le fond, tu vas voir, toi, peut-être comme un premier partant d'une équipe, il va finir 4e partant. Des fois, c'est le caractère. Il y a des affaires que tu ne peux pas déceler non plus chez un joueur. La façon qu'il va être utilisé, les blessures, il y a beaucoup d'impondérables. Ben, Wei Win Chen, le lanceur qu'on a eu, qu'on avait signé un gros contrat de Baltimore comme joueur autonome. Ça, c'était avec Jeffrey Loria. Puis ça, j'ai été impliqué là-dedans parce que j'avais vu Wei Win Chen, je l'avais suivi au mois de septembre avec Baltimore. Et puis, c'est un gars qui nous intéressait. Mais malheureusement, moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un problème de bras, il y avait un problème de coude. Ça faisait longtemps qu'il traînait ça avec lui. Puis même les Orioles se demandaient s'il était pour avoir un problème avec sa santé éventuellement. Mais moi, c'est un gars que j'aimais, mais je le voyais plus comme un 3e ou 4e partant. Puis quand ils m'ont demandé, je me souviens, quand ils m'ont demandé, Mike Hill, il m'a dit, Pierre, qu'est-ce que tu penses de Chen? J'ai dit, il va falloir le payer beaucoup d'argent pour qu'il vienne jouer à Miami, mais il ne faut pas s'attendre que son rôle va être égal avec le montant d'argent qu'il gagne. Mm-hmm. Si on est obligé de donner 20 millions par année, disons, je ne me souviens pas c'était quoi le montant, ça ne fait pas de lui un lanceur numéro 1. Non. Il va falloir le surpayer pour l'année, mais c'est quand même un lanceur numéro 3. Tu sais que j'ai vu juste dans le sens que il y en a qui ont été déçus. Ah, il n'a pas été aussi bon. Non, il n'a pas été aussi bon. Mais c'était pas supposé être un lanceur numéro 1 ou un lanceur numéro 2. Tu sais, des fois, les attentes sont trop élevées, surtout avec des joueurs autonomes, que tu donnes beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire que la performance va vraiment égaler le montant que tu as donné. Il faut que tu sois réaliste dans le rôle que tu as établi pour le lanceur ou le joueur de position. C'est ça, c'est que des fois, c'est un besoin immédiat. On va le combler avec, parce qu'on a l'argent pour, on va le combler là, mais ce n'est pas nécessairement, vous savez qu'il ne vous donnera pas le même 20 millions qu'un, je ne sais pas, un lanceur dans une autre équipe qui a 20 millions, il est starter numéro 1, il va aller chercher un 15 victoires, 20 victoires. Mais c'est le moment où il signe son contrat, les circonstances où il signe qui va déterminer là, si le contrat est à sa valeur ou non, là, si on veut. Oui, parce que tu regardes Kluber, justement. Tu sais, Kluber, lui, tu lui donnes le temps, mais ça a été un vrai numéro 1. Ben oui. Ça a été un vrai lanceur numéro 1. Ouais, mais c'est pour ça que les attentes, des fois, sur des joueurs, si tu étais un lanceur numéro 3, numéro 4 dans une équipe, c'est très rare que tu vas devenir numéro 1 là, du jour au lendemain. Ben tu vas peut-être être payé comme un numéro 1, mais ça ne veut pas dire que tu es un numéro 1. Il y en a un, moi, que j'ai vu faire ça qui m'étonne la dernière année, c'est Ryu, Hyun-Jin Ryu. Ouais. Je trouve qu'il a vraiment pris du galon avec les années. Ça lui a-tu fait du bien de sortir de LA, des Dodgers peut-être, je ne sais pas. Mais vraiment, lui, il overachieve, en tout cas, selon mes standards. Puis lui, ce qui me faisait peur de lui,
c'était son historique de blessure. Il y avait eu des problèmes à l'épaule, il y avait eu des problèmes de santé. Là, tu le vois aller que Blue Jays avec un gros contrat, tu te dis, oui, il y avait eu une bonne saison, là, il y avait une très, très bonne saison avec les Dodgers. Mais en nomination. Mais c'est une belle surprise. Mais c'est un gars qui sait lancer. C'est un gars qui sait comment lancer. T'sais, on a fait une transaction avec les Blue Jays il y a plusieurs années, un gars que moi j'adorais comme homme puis comme lanceur, puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné, Josh Johnson. Ouais. Josh Johnson, quand on l'a échangé aux Blue Jays, c'est une transaction, je pense, qui était impliquée, je pense qu'il y avait 12 joueurs d'impliqués dans la transaction. Puis moi, j'avais été impliqué dans celle-là parce que j'avais les Blue Jays. Tu parlais de se tromper avec un joueur. Moi, je pensais qu'une future étoile dans le baseball, c'était pour être Jake Marisnick. Le voltigeur de centre. Oui, qui joue encore, ben oui. Il joue encore, il était avec les Mets, il était avec les Astros il y a une couple d'années, mais Jake Marisnick avait un rôle de 4e ou 5e voltigeur. Oui. Mais moi, je le voyais comme éventuellement un joueur étoile, là, pas un joueur régulier. Moi, je le voyais comme potentiel d'être un joueur étoile à chaque année. Fait que, tu te trompes, parce que moi, la raison pourquoi je voyais ça dans ce jeune-là, c'est qu'il était tellement athlétique. Il était capable d'apporter des ajustements dans son élan des ligues mineures, mais il n'a pas été capable de le faire quand il est arrivé aux ligues majeures. Il a une bonne carrière, mais il n'a pas la carrière que j'anticipais comme joueur. Moi, Pierre, j'ai 2 petites questions. Je ne sais pas si tu en as encore, JF. J'en ai, mais en fait, moi, je m'en allais vers les Blue Jays parce que je sais qu'il a couvert ça. Fait que je voulais qu'il me parle un peu de Vlad, Bichette, Biggio, tout ça. Mais vas-y, on ira à chaud. Je veux juste que tu me dises une affaire, je me suis noté ça, je trouve ça drôle, je vais t'en parler, mais comment on évalue, comment on scout un Hunter Pence? Moi, je déteste Hunter Pence pour une raison. C'est que quand tu regardes un match, quand tu es dépisteur, tu es assis en arrière du marbre, OK? Tu es toujours assis en arrière du marbre. Puis quand Hunter Pence, il est sur le point de venir frapper, puis il est sur les lignes de côté en train de se préparer dans le cercle d'attente, tu ne peux pas rien faire d'autre que le regarder. Il croche dans sa préparation. Tu regardes ça, puis tu te dis, ce gars-là, il est capable de jouer dans le baseball majeur. Ouais. Il est tout croche. Puis là, après ça, il arrive au bâton, puis, tu sais, c'est là, il y a des joueurs, il faut que tu oublies leur mécanique, il faut que tu oublies qu'est-ce qu'ils ont de l'air, il faut que tu regardes les résultats. S'ils frappent toujours la balle sur le nez, sur le sweet spot du bâton, il faut que tu te dises à un moment donné, il a peut-être l'air tout croche, mais c'est ce qu'il fait. Mais oui. C'est là que les stats avancées entrent en ligne de compte pour des joueurs comme ça, j'imagine. Parce que l'œil d'un recruteur va être comme, OK, je ne suis pas capable, mais les stats avancées vont dire que non, il est solide. Ben, Justin Turner, quand il est arrivé, il était avec les Mets de New York. Ouais. Et puis, moi, je ne le voyais même pas comme réserviste dans les ligues majeures, ce gars-là. Quand je l'ai vu à Buffalo, dans le temps, il jouait à Buffalo. Quand je l'ai vu jouer là-bas, moi, j'ai dit jamais ce gars-là va jouer des majeurs. Premièrement, il n'avait pas d'énergie. Il n'avait pas de l'air à vouloir jouer la game. Puis, ben du monde autour, là, tu demanderas à des dépisteurs, c'est un des noms qui sort souvent. Puis, il n'y en a pas beaucoup qui trouvaient que ce gars-là était pour jouer des majeurs et devenir un joueur étoile dans le baseball. J'ai déjà entendu quelque chose, moi, sur Justin Turner, que ils ont rebâti son élan de A à Z, là, parce que le gars, il avait un œil au bâton, ils ont été en mesure de le déterminer, mais le gars a accepté de refaire son élan de A à Z pour pouvoir frapper à ce niveau-là. C'est pas facile de faire ça, hein? Non, c'est pas tout le monde qui accepte de le faire. Quand tu es rendu dans la vingtaine, là. Ben oui. Faut tout un puis, travail. tu vois, tu me fais penser à de quoi, justement, dans Moneyball, Corb? Kevin Youkulis, c'est exactement ça. Quand il parle de Kevin Youkulis, qui a un œil au bâton, qui va chercher des buts sur balle, puis avec son élan tout croche, mais c'est ça. Il y a des joueurs comme ça, des fois, qui vont surprendre. Toronto, Pierre, tu as recruté ça, puis je t'ai déjà demandé si c'était au début, quand les kids étaient dans le 2A, 3A, puis qu'ils s'en venaient. Mais lequel va être le meilleur? Puis qu'est-ce que tu vois à l'avenir pour Guerrero? Même Biggio, là, je le mets dedans, mais Bichette, Biggio, Guerrero. La première fois que j'ai vu Biggio, il jouait à Dunedin dans le A. Et puis, moi, je le voyais là, potentiellement, peut-être comme un réserviste capable de jouer au champ intérieur avec un peu de puissance. Il était tout croche. Moi, quand je l'ai vu, il était tout croche. Puis la raison pourquoi je l'avais mis réserviste et non prospect, c'est le lien familial avec son père. Là, je veux dire, parce que c'est un kid qui est super intelligent, qui travaille comme un forcené. Il fait toutes les bonnes choses. Tu sais que je veux dire, tu sais qu'il pense toujours au baseball.
mais moi, je ne le voyais jamais comme un joueur régulier, jusqu'à temps qu'il joue dans le 2A, puis qu'il connaisse une bonne saison. C'est comique parce que le travail de dépisteur, c'est pas juste regarder les joueurs. Il faut que tu essaies d'avoir des fois de l'information sur un joueur. Et puis, c'était pendant les séries de New Hampshire quand ils ont gagné le championnat. Il y avait de la pluie, puis le match a été retardé pendant 3 heures avant qu'on commence le match. Puis j'ai vu son père qui était dans les estrades. Et puis je me suis approché, puis je lui ai parlé. Puis j'ai parlé peut-être une vingtaine de minutes, puis j'ai demandé, j'ai dit, « Hey, ton gars, là, c'est-tu toi qui as changé son swing pendant l'hiver? Son élan était complètement différent d'une année à l'autre. » Le père m'a dit, Craig Biggio, il dit non. Il dit, moi, j'ai rien eu à faire avec ça. Je l'ai aidé, mais c'est lui qui est arrivé dans la saison morte, puis il a dit, Père, il faut que je change mon élan, ça ne marche pas. OK. Et puis, il a tout ça changé, long, hein? un peu comme Justin Turner. Il a tout changé, puis quand je l'ai vu l'année suivante, quand je l'ai vu après ça, je me demandais si c'était peut-être juste un feu de paille, la bonne année qu'il avait eue. Ben ouais. Quand je l'ai vu l'année suivante dans le 3, j'ai dit, oh, son élan, c'est pour vrai, puis il est capable de le faire. Puis c'est un gars super intelligent, qui connaît tellement bien la zone des prises. Puis c'est pour ça que je pense qu'il va connaître du succès. C'est pas le gars le plus athlétique au monde. Je ne suis pas convaincu qu'il va être un bon joueur de 3e but. Je ne suis pas convaincu parce que quand je l'ai vu au 3e des mineurs, il y avait de la misère, mais ça fait un bon bout de temps de tout ça. Là, mais je ne suis pas convaincu parce que jouer au 3e but, c'est très difficile. Très, très, très difficile. Mais Bichette, c'est un gars que j'adore parce qu'il est capable de tout faire avec un bâton des mains. Regardez Bichette avec moins de 2 prises, il est capable de s'élancer pour la clôture. Vous allez voir son élan, là, il y a le gros leg kick, mais sous contrôle, par exemple. Tu vois que son poids est toujours à bonne place. Il soulève la jambe, boum, il attaque la balle, puis il est capable de la frapper partout. Mais quand il y a 2 prises, là, il est encore agressif, mais il contrôle son agression, puis il est capable de regarder la balle un peu plus longtemps, puis frapper la balle au champ centre, au champ opposé. Je trouve que c'est un gars, là, lui aussi, il est brillant dans le sens qu'il est capable d'apporter des ajustements et puis de faire des choses dans un match que Vlad ne fait pas tout le temps. Vlad est plus instinctif, je trouve. Un très beau joueur de balle, beau Bichette. Là, c'est beau à voir. Bichette, moi, je suis tombé sous le charme. Là, je ne m'attendais pas à ça, premièrement. Puis, deuxièmement, tu le regardes jouer, on dirait que il est né là-dedans, on va se le dire. Là, mais il est né pour jouer au baseball. C'est vraiment naturel. Est-ce que tu penses que Vlad... La question sur Beau, qui revenait tout le temps là, quand mes patrons me demandaient pour Beau Bichette, parce qu'il y a des bons jeunes joueurs, puis la question qui revenait tout le temps sur Beau Bichette, Pierre, penses-tu qu'il va rester à l'Haricourt? Okay. Ça, c'était toujours la question. Le range. C'était toujours le range puis le bras. C'était toujours la question. Puis moi, je disais tout le temps, il faut lui donner la chance jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'il n'y a pas le meilleur bras au monde, mais il a un bon jeu de pied. On dirait qu'il anticipe bien le jeu. Puis des fois, un gars qui n'a pas un bon bras, Jeter, c'était pas le gars le plus rapide avec le meilleur bras sur la planète, mais il savait comment jouer la position, comment couper les angles. Puis je pense que Bichette, c'est le genre de joueur qui va être capable de faire ces choses-là. Nice. Est-ce que le 40 quelques livres que Vlad a perdu va lui faire du bien cette année? Ça, là, cette histoire-là, ça m'attriste tellement. C'est quand la dernière fois, vous avez entendu parler d'un joueur dans le sport professionnel qui a admis d'avoir perdu 42 livres. Faut être overweight en maudit. Il faut être over. Puis tu le vois là, dans les vidéos au Canada. Ça manque de sérieux. Là. Il n'est pas svelte, là, il n'est pas 168 livres. Là. Non, il est encore carré. Là. T'sais, mais les Blue Jays, ils n'ont pas fait une faveur quand il est arrivé dans le 2A et dans le 3A. Il le laissait retourner à la maison avec grand-maman, puis je pense qu'il ne s'en occupait pas plus qu'il faut parce qu'il avait peur de lui. Puis il laissait faire un peu ce qu'il voulait, peut-être à cause que son père, c'est un ancien joueur des majeurs, son oncle, c'est un ancien joueur des majeurs. Mais moi, je trouve que c'est triste qu'un gars comme Vladimir n'a jamais été pris en main, puis qu'il ne parle pas anglais, puis qu'il a eu ses problèmes de poids. J'espère qu'il y a eu le wake-up call, le réveil qu'il avait besoin dans la dernière année. Parce que malheureusement, moi, je trouve que c'est un frappeur incroyable. Moi, je pense qu'il y a des outils offensifs. Là, moi, je pense qu'il a la chance d'être meilleur que son père offensivement. Parce que je pense que c'est un gars qui connaît plus la zone des prises. Puis qu'il a une meilleure. Je trouve qu'il a une meilleure. C'est dur à dire, son père a été tellement bon pour de la renommée. Hall of Famer, ben oui, exact. Mais je pense que son garçon, il a une meilleure approche au bâton que le père avait.
Le père qui avait l'instinct puis qui était tellement bon. Mais quand il a 2 livres, là, j'espère que ça va l'aider, mais je ne suis pas convaincu qu'il va jouer au 3e. Ça, là, je l'ai dit, 3e but, c'est très, très... Moi, j'ai souvent vu des gars qui étaient tellement habiles à l'arrêt-court puis au 2e but, dans le 3, parce que dans le 3, souvent, tu es obligé de jouer plus qu'une position. Ouais. Et puis, des bons joueurs d'arrêt-court, pas capables de jouer au 3e. Mais non, corner. Le hot corner, là, les angles sont complètement différents. Le lancer, le relais est complètement différent. Et puis, l'action de jeu, tu sais, un arrêt-court, il faut que tu aies un bon cadran interne. Tu sais ce que je veux dire? Un des meilleurs que je trouve pour ça, c'est Corey Seager. Tu sais, il n'a pas le meilleur bras. On dirait qu'il fait toujours relax, mais il est tellement bon à connaître les coureurs et à savoir quand lancer la balle, sur quel pas le faire. Tu sais ce que je veux dire? C'est des gars qui ont une très, très bonne connaissance de leur corps. Ouais. Écoute, j'en prendrais jusqu'à demain matin. Là. Hey, j'ai envie de te lancer un peu sur... je ne sais pas, Corb, si tu avais d'autres choses, mais j'ai la liste devant moi du top 100 là, des prospects dans le baseball majeur. Évidemment, je ne te demanderai pas les 100. Mais celui qui est numéro 1, c'est Wander Franco. As-tu eu la chance de le voir jouer un peu? Non, lui, je n'ai pas eu la chance. Je n'ai jamais eu Tampa Bay. Les Rays, ouais. Puis tu parlais des Baltimore, Adley Rutschman, le catcher qui était premier overall. Est-ce qu'on va le voir bientôt? Lui, je l'ai vu il y a 2 ans. D'après moi, il n'est pas loin. Il n'était pas loin il y a 2 ans quand il jouait dans le A. Tu voyais, là, tu le vois. Tu vois quand tu as un gars qui est jeune, mais qui a de l'air d'un homme. Mm-hmm. C'est l'affaire avec Bichette et Guerrero. Il jouait avec des jeunes joueurs, mais il avait de l'air des hommes. Tu sais, des hommes avec des enfants. Bien, c'est ça que ces gars-là ont de l'air. Rutschman, il a de l'air de ça. Il a un bon bras. Il est agile en arrière du marbre. Puis tu vois qu'au bâton, offensivement, il est capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Il a des mains très, très, très rapides. Prochaine vedette, probablement, en arrière de la parce que, tu sais, frapper, c'est pas facile. Hein? Frapper au baseball, là, l'élan, tu sais, si tu n'as pas un élan sec, rapide, avec une bonne approche, puis être capable d'apporter des ajustements, c'est très rare que les gars vont se rendre des majeurs. Tu sais, c'est vraiment plus difficile que les gens pensent. Aujourd'hui. Ben oui, c'est clair. Puis, tu sais, je m'amène là, puis Corb va parler du prospect numéro 1 des Yankees de New York, Jason Dominguez. Tu sais, c'est un joueur de 18 ans. Personne ne l'a vraiment vu jouer à part sûrement les scouts des Yankees, là, mais tu sais, on le compare quand même à Mike Trout puis aux gros futurs joueurs des majeurs. Tu sais, pour un kid de 18 ans, c'est probablement beaucoup de pression. Deuxièmement, il y a tellement encore d'années pour le développement. Je veux juste ajouter quelque chose là-dessus avant que tu parles, Pierre, mais c'est depuis que Mike Trout est dans MLB que le prochain Mike Trout il est supposé d'arriver. Il existe-tu? Moi, je pense même pas. Ronald Acuna, c'est complete package, mais c'est pas Mike Trout. Mookie Betts. Moi, je pense que c'est... Ouais. Mais je sais que Mookie est déjà arrivé, mais quand on regarde Mookie ses premières années, je pense que c'est un gars qui ressemblait à Trout dans le sens qu'il est capable de tout faire sur le terrain. Mm-hmm. Il l'a prouvé. Tu parlais des jeunes joueurs. Moi, j'ai eu la chance de voir Willie Adames, tu sais, le jeune d'échanger. Nous autres, on était là à ça, d'aller chercher Willie Adames, mais les Détroit l'ont échangé à Tampa Bay. C'est les Rays qui l'ont eu au lieu de nous autres. Moi, j'étais assis sur ce gars-là pendant une semaine, juste avant la date limite des transactions. Puis, tu sais, c'était un petit gars qui avait 18 ans dans le temps. 18 ans. Hey, il y a bien des choses qui vont arriver entre 18 et 25. Ben oui. Mais c'est là que les gens ne réalisent pas. Moi, quand je me promène des parcs au Québec l'été, parce que mes 2 gars jouent au baseball, j'ai souvent des parents que je connais, puis ils vont me dire « Hey, lui, là, c'est un joueur d'arrêt-court, là, il est écœurant. » Mais, tu sais, il y a 17 ou 18 ans, le petit gars. Moi, j'ai vu Willie Adames jouer à 18 ans. Ben oui. Non, c'est ça. Les gens ne réalisent pas, ces gars-là, comment bons qu'ils peuvent être. Un gars comme Adames, tu voyais que c'était un homme, là, puis c'était dans la classe A dans le temps, tu sais. Mais tu as des jeunes joueurs qui... Tu sais, un gah comme... tu sais, moi, j'adore les jeunes joueurs d'arrêt-court qui sont dans le baseball, les Lindor. Dansby Swanson. Ben oui, tu sais, lui, c'en est un qui, depuis 1 an, là, 1 an et demi, commence à faire sa marque. Mais Adames, que tu parles, c'est cette année qu'il s'est mis à frapper à hauteur de son talent, parce qu'avant ça, moi, j'étais un gars qui j'étais MLB The Show à chaque année, puis je le prenais late pick, puis je veux dire, Adames, c'est un gros prospect des majeurs depuis longtemps. Cette année, j'étais content de voir que son bâton, il est arrivé, là, tu sais. Lui aussi, il a eu des séries un peu difficiles, mais il avait eu une très, très bonne saison. Ben oui. Mais tu sais, tu as des joueurs d'arrêt-court qui s'en viennent, là, que tu dis, tabarouette, c'est incroyable. Avant, vous autres, vous êtes trop jeunes, mais avant la position d'arrêt-court, quand j'ai commencé avec les expos, là,
le scouting report, c'est un joueur d'haricots, c'est numéro 1, c'est ton gant, c'est ton bras, c'est ta vitesse. Mais là, c'est rendu que nous autres, à chaque position, on donne un poids différent pour chaque outil. T'sais, un joueur de troisième but, il faut qu'il ait plus de puissance au bâton qu'un receveur. Receveur, la vitesse, ça ne veut rien dire. Mais le joueur d'haricot, il faut qu'il ait plus de vitesse qu'un joueur de deuxième but. T'sais, nous autres, là, les 5 sont évalués complètement différemment d'une position à l'autre. Ton joueur de premier but, il faut qu'il ait de la puissance. Tes voltigeurs. Techniquement, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Des fois, tu n'as peut-être pas les joueurs qui sont capables. Mais avec la game d'aujourd'hui, les joueurs d'haricot, c'est rendu que ça frappe 30 circuits. Avant, c'était juste des gars, là, toi, là, pogne la balle, lance-la au premier, on va gagner. Mais là, maintenant, c'est des gars qui frappent 280, 300. Puis du 20-30 circuits. Puis, Puis ils sont encore bons défensivement. Trevor Story, Corey Seager, Francisco Lindor, Xander Bogaerts, name it, là, on peut en nommer encore. Là, puis je veux dire, il y a aussi, moi, ce que j'ai remarqué, Bichette, mais j'en oublie. Là, il y en a tellement. Mais au poste de catcher, moi, je trouve que c'est le nouveau poste où il se fie aux gars pour gérer la game, bien jouer défensivement. Mais là, on dirait qu'il y a un era qui s'en vient parce qu'il y a beaucoup de catchers qui ont été repêchés très haut là, les 2-3 dernières années. Je pense qu'ils sont en train de peaufiner le bâton derrière le marbre. Ça va faire des line-up de 1 à 9 dangereux dans MLB un peu partout. Là. Mais c'est difficile comme receveur. Je trouve aussi une chose que j'ai commencé à apprécier dans les dernières années, c'est des Salvador Perez puis des Buster Posey, Real Muto qui est avec nous autres. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça. Puis c'est pour ça qu'on parlait des Blue Jays. Moi, j'aime Dan Jansen. Moi, je l'aime parce que c'est un très, très bon receveur. Puis il y a bien du monde qui disent comment tu peux l'aimer, il ne frappe pas. Il frappait. Dans la game d'aujourd'hui, la manière que c'est joué le baseball aujourd'hui, son rôle à Jansen, c'est vraiment, vraiment de se concentrer sur ses lanceurs partants puis ses lanceurs de relève, puis connaître les forces et les faiblesses de chacun. Puis moi, je pense que Jansen, d'après ce qu'on m'a raconté au sein des instructeurs, c'est un gars qui travaille extrêmement fort avec l'instructeur des lanceurs pour apprendre justement les forces et faiblesses des frappeurs adverses. Bien, en conséquence, c'est que son coup de bâton va peut-être être un petit peu négligé parce qu'il va passer beaucoup moins de temps dans la cage des frappeurs que Springer, que Vladdy, que il y a toujours, parce que lui aussi, il a juste 24 heures dans sa journée. Là, c'est ça. Non, mais... Fait que c'est pour ça que des fois, moi, je pense qu'un gars comme Jansen est fort apprécié parce qu'il travaille tellement fort pour travailler avec... Puis l'année passée, ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si vous avez vu les matchs à Buffalo. Il y avait un nouveau staff. Il y avait Tanner Roark qui disait toujours non. Il fallait qu'il apprenne Ryu. Tu sais, il fallait qu'il apprenne des nouveaux lanceurs. Puis c'est pas facile comme receveur d'apprendre tes lanceurs, surtout sur le fly quand tu n'as pas eu de camp d'entraînement, vraiment. Puis là, il faut que tu les apprennes d'un jour à l'autre. C'est pour ça que la position de receveur, si tu en as un qui frappe, malheureusement, nous autres, on avait peut-être un des meilleurs. Mais oui. Puis, qu'est-ce que tu veux? Encore une question d'argent. Business. Ben oui, c'est business. C'est la seule et unique raison parce qu'il n'y a aucune raison tu voudrais échanger un gars comme ça. Ah, oui, c'est clair. Est-ce que tu as fini, Corb, au niveau majeur? J'ai envie de savoir ce qui se passe avec Pierre pour les prochains mois, prochaines années. Oui, vas-y avec ça. Moi, en fait, Pierre, là, ce que je veux faire là, avant tout, c'est que je veux. Le podcast, c'est le fun, mais j'aimerais vraiment ça qu'on se croise cet été, un coup vacciné avec une bonne bière et qu'on jase de balle une soirée de temps. Ça serait le fun. Es-tu un joueur de golf, Pierre? Oui, j'aime ça, jouer au golf. Ouais. Mais comme dépisteur, j'avais pas le temps de le faire beaucoup, puis mes gars ont commencé à jouer avec moi, fait que ça pourrait être une option cet été. Faut-tu aller au Carling Lake, c'est tout ça, là, dans ton coin? Ça me va, ça. Ça me va, moi. Sinon, il y a d'autres golfs aussi. Là. On peut s'arranger. Il y en a des beaux dans ton coin aussi. Mais non, c'est... Je ne sais pas ce qui va arriver avec le futur. Là. C'est une couple de projets en tête en ce moment. Là. Une couple de choses qui j'espère qu'ils vont se développer dans les prochains jours. Mais c'est pour ça, c'est une des choses, je pense qu'il y a des gens qui m'ont entendu dire que j'essaie de rester au Québec. Tu sais, je vais essayer de me rapprocher de la maison, là, rester au Québec. Et au moins dans la province, et puis d'essayer de faire quelque chose au point de vue baseball, que ce soit avec les jeunes. Je sais que JF, on s'en est déjà parlé
dans le passé, là. Mais ça ne fonctionne pas toujours, mais j'ai encore espoir qu'il y a des choses qu'on va pouvoir faire. Excellent. Tu vas être impliqué dans la Ligue junior élite, je crois, cet été un petit peu? Oui, c'est Roger qui m'a appelé pour donner un coup de main, plus comme une ressource technique, là, faire une coupe de Zoom avec les instructeurs, avec si les équipes ont besoin de conseils ou de choses au point de vue baseball, juste plus une ressource que d'autres choses, là. Mais pour aider la Ligue que moi j'ai déjà joué et que j'ai adoré jouer dedans. Cool. Excellent. Ben, c'est le fun que tu puisses redonner au Québec parce que, entre guillemets, comme tu nous as déjà dit, tu n'es pas pris au Québec ou au Canada, mais à cause de la COVID, tu ne peux pas nécessairement faire des allers-retours. Puis toi, ben, la famille, tu ne veux pas t'en séparer, comme tu disais tantôt, plus que 15 jours, ça peut être long, justement. Oui, c'est ça qui était long comme dépisteur, mais par contre, comme j'ai toujours dit, c'est un travail que j'adore. J'adore évaluer des joueurs et puis c'est pour ça que je pense que si vous voulez devenir directeur gérant dans le baseball, je pense qu'il faut que tu passes un peu par le rôle de dépisteur parce que ça montre tellement de choses. Moi, je pensais connaître bien des affaires quand j'ai quitté le terrain. Et puis, juste pour vous dire rapidement, là, mon bain de dépisteur, la première fois que j'ai réalisé c'était quoi être un dépisteur, j'étais à Syracuse, j'avais les deux équipes, les buts sont remplis. Là, tu as les deux équipes. Là, okay? Ah ouais. Il faut que tu regardes le frappeur, le lanceur. Là, il y avait les buts remplis. Une balle frappée en flèche, je m'en souviendrai toujours, une balle frappée en flèche dans l'allée de droite. Le base running, tout. Là, c'est là que ça a cliqué dans ma tête. Là. Hey, attends une minute, là. C'est peut-être la seule fois dans mes 5 jours que je vais voir le bras du voltigeur, le bras du relayeur, comment que le receveur va capter le relais si le relais se rend là, comment que les coureurs courent les buts. Ben oui. La peur qu'on tourne bien le premier. Fait que c'est là que j'ai réalisé, oh boy, le dépisteur, c'est pas juste regarder un jeu et dire OK, c'est fini. Non, non. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver que tu sais jamais, tu ne le verras peut-être pas dans les 5 jours que tu es là. Ah, tu l'as fait. Je t'écoute parler, je suis sûr que tu l'as fait avec passion et professionnalisme. Ah, ben oui. Je ne suis pas trop inquiet pour toi. C'est encore en dedans de toi, puis ça paraît. Là. Ah oui, j'ai adoré ça. J'adore évaluer des joueurs et regarder des matchs. Pierre, ça a été un gros plaisir. On vient de passer 1h15, 55 minutes la semaine passée. On vient de donner 2h30 de contenu à ceux qui nous regardent. Je ne peux pas rien faire d'autre que te remercier pour tout ce temps-là. Ouais, merci beaucoup, Pierre. C'est moi qui vous remercie. Puis ceux qui regardent aussi, là, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis aussitôt qu'on va avoir un spécial baseball, moi, c'est sûr, je vais dire à JF de te réécrire. On veut que tu sois là. Puis on en fait toujours au début de saison, All-Star Game. On parle souvent de baseball sur le podcast. Puis je veux que tu reviennes certainement. Là, ça donne beaucoup de contenu. Puis je vais vous garder au courant. Là, d'après moi, il va y avoir des choses qui vont bouger là, dans les 10 prochains jours. Excellent, ça. Hey, excellent. Merci, Pierre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, les gars. Bonne soirée. Merci. Salut. Partie numéro 2, Corb. Je pense qu'on a été gâtés. On a fait 1h15, 1h20 là, avec Pierre. Plus que 2 heures de contenu en 2 shows. Honnêtement, on se l'est dit, là, un recruteur 30 ans d'expérience au Québec, qui a son expérience, on jase avec lui, puis il s'est de sa petite bière. Tout ça, moi, pour vrai, j'adore ça. Puis je tiens à rajouter qu'on fait du off-cam avec lui aussi après, qu'on n'enregistre pas, qu'on continue, puis qu'on n'est pas capable d'arrêter de parler de baseball. Fait que, non, pour vrai, c'est malade. C'est complètement malade d'écouter ça. C'est un petit peu d'intérêt pour le baseball, puis les métiers de recruteurs ou les repêchages, les échanges. Prenez le temps de regarder ça, écouter. Oui, effectivement. Corb, juste un dernier mot sur nos commanditaires aujourd'hui. Solimax, Joe Grenier qui nous commandite encore. Je veux le remercier. Son numéro de téléphone rapidement, 514-290-2326 sur la rive nord de Montréal principalement. Le deuxième étant... C'est Accès électrique, les meilleurs électriciens en ville. Notre chum, mon chum, Frédéric Etier, 514-617-6606. Sinon, allez voir sur Facebook, nouvelle page Facebook, Fred le propriétaire, son équipe. Yes, un gros merci, Corb. On remercie Pierre. On le remercie 1000 fois, mais on ne le fera jamais assez. C'est tellement hot. Oui, on se reprend bientôt pour un autre podcast. Merci et bonne soirée. Attention à toi, Moji. Ciao.